Regardez s'ils ont pas l'air heureux sur cette photo. On est en 1956 dans le New Hampshire. Une dizaine de scientifiques se réunissent dans les locaux de l'université de Dartmouth pour un atelier de travail qui va durer 2 mois. Ils veulent creuser une hypothèse qui commence à prendre de l'ampleur, les machines seraient capables de simuler les caractéristiques de l'intelligence humaine. Ils décident d'appeler ce phénomène l'intelligence artificielle. Parmi les 4 organisateurs de cette rencontre académique, il y a un monsieur qui nous intéresse particulièrement. Un ingénieur qui vient du monde industriel, Nathaniel Rochester. Il représente la plus grande entreprise informatique au monde, l'International Business Machine Corporation. Parce que oui, IBM est au cœur de la naissance de l'IA, et elle va jouer un rôle primordial dans ses premiers pas. Et pourtant, 70 ans plus tard, ça m'étonnerait que vous pensiez à IBM quand on vous parle d'IA. Il y a déjà un premier problème. Pour une entreprise qui a 115 ans d'existence, le même logo depuis 1972 et pas loin de 300 000 employés, IBM est étonnamment peu connu du grand public. Mais la vraie raison, c'est qu'après avoir été aux premières loges des progrès de l'IA pendant près de 60 ans, IBM a disparu des projecteurs au pire des moments. Lorsqu'OpenAI a déclenché le boom de l'IA générative avec ChatGPT, une poignée d'entreprises ont suivi. Anthropic, Google, Meta, Mistral, et toutes se sont enrichies à des niveaux stratosphériques. Mais IBM est resté sur le carreau, relégué en seconde division du monde de la tech. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était une simple erreur stratégique ou est-ce que le mal était plus profond? Pourquoi n'a-t-elle pas réussi à convertir ses succès médiatiques en succès financiers? Je vais vous raconter comment IBM a raté le plus grand virage technologique du 21e siècle et quel est son plan pour rattraper le coup. Pourtant, côté finance, IBM est un mastodonte en apparence inébranlable. L'entreprise s'est notamment illustrée par sa politique de buyback. Entre 1995 et 2019, l'entreprise a racheté près de 201 milliards de dollars de ses propres actions, soit plus de 8 milliards par an. Bon, si le terme buyback vous échappe, sachez qu'il désigne l'opération par laquelle une entreprise rachète ses propres actions sur le marché, réduisant ainsi le nombre de titres en circulation. Comme le bénéfice se répartit sur moins d'actions, ça augmente le bénéfice par action et souvent le cours du titre, ce qui profite aux actionnaires restants. C'est aussi une manière pour une entreprise de restituer du cash à ses actionnaires tout en signalant qu'elle juge son action sous-évaluée ou qu'elle manque de meilleurs projets d'investissement. Sur les 12 mois clos en septembre 2025, les rachats d'actions des entreprises du S&P 500 ont dépassé 1000 milliards de dollars. Et même si le S&P 500 liste des entreprises américaines, vous pouvez y accéder grâce au PEA de notre partenaire Fortuneo. On y trouve plus de 140 ETF et plusieurs d'entre eux permettent de s'exposer à la performance des grands acteurs de la tech. L'avantage, c'est que l'ouverture d'un PEA chez Fortuneo ne demande qu'un premier versement de 100 € et vous pouvez passer ensuite vos ordres directement depuis l'appli. L'intérêt majeur du PEA, c'est sa fiscalité. Tant que vous ne sortez pas votre argent du PEA, vous n'avez rien à déclarer aux impôts. Après 5 ans de détention, vos gains sont carrément exonérés d'impôts sur le revenu. Il restera alors à régler les prélèvements sociaux à hauteur de 18,6% sur la plus-value. Mais alors, pourquoi choisir Fortuneo pour son PEA? Eh bien d'abord car il a été élu meilleur PEA en mars 2026 par Avenue des investisseurs, notamment grâce à ses tarifs parmi les plus bas du marché, 0 € de frais d'ouverture, de tenue, de compte ou de garde. Et la tarification s'adapte à vos usages. Vous pouvez choisir entre les 3 profils de courtage qui sont proposés, dont le tarif starter, avec les frais de courtage offerts chaque mois sur votre premier ordre de 500 € ou moins sur les marchés Euronext Paris, Bruxelles, Amsterdam ou Equiduct. Sinon, 0,35% par ordre. En ce moment, les frais de courtage sont même offerts sur vos 100 premiers ordres en cas de première ouverture ou un premier transfert de votre PEA. Si le produit vous intéresse, on a mis le lien en description. N'oubliez pas que l'investissement en bourse comporte un risque de perte totale ou partielle du capital investi. Merci Fortuneo et maintenant on revient aux affaires d'IBM. IBM ne s'est pas contenté de participer à la naissance de l'IA, il a provoqué 2 des moments les plus marquants de son histoire. En 1996, l'intelligence artificielle devient enfin un vrai sujet grand public au point de débarquer au journal de France 2. Et c'est IBM qui est à la manœuvre. Pour fêter son 50e anniversaire, l'ACM, l'Association for Computing, a organisé une partie d'échecs au sommet entre le champion du monde en titre, Garry Kasparov, et un superordinateur d'IBM, Deep Blue. L'événement est très médiatisé. Kasparov gagne le premier match 4 parties à 2.
Garry Kasparov a mis KO l'ordinateur. Le champion du monde d'échecs sort grand vainqueur du tournoi Homme-Machine en 6 matchs. Mais il va perdre la revanche un an plus tard sur une dernière partie dramatique, expédiée en à peine plus d'1 heure. Encore aujourd'hui, cette défaite est reconnue comme une étape symbolique de l'histoire de l'IA. Sous les yeux du monde entier, la machine bat l'homme à son propre jeu. Enfin, je dis ça, mais il faut quand même qu'un humain pousse les pièces pour Deep Blue qui lui est posé tranquille dans un coin de la pièce. Cet épisode n'est qu'une première étape dans les plans d'IBM. En 2011, il présente un nouvel ordinateur, Watson, qui va défier 2 champions du jeu télévisé Jeopardy! Jeopardy! The IBM Challenge! C'est un jeu de culture générale où les candidats doivent trouver la question qui correspond à la phrase donnée par le présentateur. This country's largest lake, Chapala, is located near the city of Guadalajara. What is Mexico? Leslie. What is Mexico? Correct. Par exemple, s'il dit « c'est le meilleur médiathèque de France, il va bientôt dépasser les 250 000 abonnés sur YouTube », vous devez répondre « qui est Numérama ?» Félicitations, vous venez de gagner 400 €. Ouais. Trop bien. Trop bien, 400 €. Wouh. À la télévision, IBM joue à fond la carte futuriste dans la mise en scène. Watson est plus ou moins présenté comme un robot. Les organisateurs ont posé un bon gros écran plat sur le podium du milieu, entre Brad et Ken. Les prénoms sont catastrophiques. L'écran affiche une sphère de lumière qui lui sert de visage en mode il est un peu humain mais quand même machine avant tout. C'est très science-fiction en gros. Contrairement à Deep Blue, Watson répond aux questions lui-même avec une voix synthétisée. What is Sauron? Bon par contre, il y a un petit trucage. Watson n'est pas capable de comprendre le présentateur, donc l'organisation lui envoie les questions par écrit. L'ordinateur se rate à certains moments, mais il finit par se détacher. Et ce n'est pas une mince affaire. Faut capter que Brad et Ken sont à Jeopardy, ce que Emilien et Cyprien sont aux 12 coups de midi. C'est des monstres de culture. Des phénomènes, des super champions, mais ça ne les empêche pas de s'incliner face à la machine. Now we come to Watson, who is Bram Stoker and the wager. Hello, 17,973 and a 2-day total of 77,147. À ce moment-là, IBM est au sommet de l'intelligence artificielle. Et comme une bonne nouvelle ne vient pas seule, ses finances se portent mieux que jamais. En mai 2011, 3 mois après la diffusion de Jeopardy, l'entreprise atteint une valorisation record de 203,4 milliards $. Elle dépasse Microsoft et devient la 2e entreprise tech la mieux valorisée au monde derrière Apple. Oui, avec 203 milliards $. Alors on a regardé et cette valorisation ne serait même pas dans le top 60 d'aujourd'hui. Mais c'est pas tout. Sur l'exercice financier 2011, IBM réalise un chiffre d'affaires annuel de 106,9 milliards $, et l'année suivante, il dégage 16,6 milliards $ de bénéfices. 2 records personnels qui tiennent encore. Bref, tout lui réussit. Mais vous le voyez venir, cet état de grâce ne va pas durer. Dans l'IA, IBM se retrouve face à un challenge qui n'est pas évident. Transformer un succès médiatique en un succès commercial. Watson, c'est une vraie avancée en termes de compréhension du langage humain par les machines. C'est un ordinateur capable de réfléchir à des questions ouvertes et de trouver la bonne réponse le plus souvent. On est bien sûr loin des IA génératives d'aujourd'hui, mais d'une certaine façon, Watson a laissé imaginer qu'un Claude ou un ChatGPT était potentiellement possible à atteindre. La prouesse technologique a attiré la curiosité des clients et il faut maintenant créer une offre pour en profiter. Le problème, c'est qu'IBM a vu trop gros. Il a visé comme premier marché le secteur de la santé avec Watson Health, lancé en 2015. Son ambition, plus que louable, c'était de transformer le diagnostic et le traitement du cancer. Sauf que la santé est un terrain très difficile pour l'IA. Dans les jeux de culture générale comme Jeopardy, les questions ont une seule bonne réponse. Donc c'est relativement facile d'apprendre à l'ordinateur une recette pour trouver les bonnes réponses. A l'inverse, le diagnostic médical est beaucoup moins déterministe et il y a rarement une seule réponse à trouver. Le corps médical peut avoir plusieurs interprétations possibles à partir d'un même phénomène. Par exemple, si j'en crois Doctissimo, j'ai un mal de gorge, ça peut être un cancer. Un mal de tête, ça peut être un cancer. Et si mon oreille est rouge, ça peut être un cancer. Pour ne rien arranger, IBM a réalisé que les données médicales étaient mal structurées, éclatées sur plusieurs logiciels et difficiles à interpréter. C'est une petite catastrophe parce que les algorithmes de machine learning comme ceux de Watson ont besoin d'un matériau de base très bien nettoyé et organisé pour apprendre correctement. Arvind Krishna, le CEO d'IBM depuis 2020, a reconnu dans une interview récente que Watson Health était une tentative trop ambitieuse. C'est d'ailleurs lui qui a mis fin au service en 2022, il a cédé les actifs à un fonds d'investissement privé afin de définitivement tourner la page de l'échec. Le problème, c'est qu'en parallèle de ce raté commercial, les laboratoires d'IBM Research ratent le train de l'IA générative. Ils décident en 2017 de ne pas investir beaucoup de ressources sur la nouvelle architecture d'IA qui est tendance, les transformers. Attention, paré au rayon 0.
Cette même architecture qui va permettre la création des modèles d'IA qu'on a aujourd'hui. Est-ce que c'est par manque de vision, ou est-ce que c'est un choix stratégique au vu des sommes astronomiques à investir pour avoir un super ordinateur capable d'entraîner ces modèles? Ça reste un mystère. Mais le mal est fait, IBM était le laboratoire de référence en NLP, donc Natural Language Processing, ou traitement du langage naturel. Il avait les meilleurs algorithmes pour faire comprendre le langage humain aux machines. Le problème, c'est que les LLM explosent les standards du NLP, et ChatGPT vient d'infliger le coup de grâce. Première claque de cette semaine, eh bien c'est ChatGPT. And it's called ChatGPT. 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 Une interface qui permet à n'importe qui de parler à la machine de façon fluide, en langage naturel. Bref, c'est une version idéale de Watson. C'est une catastrophe. Non seulement IBM n'a pas réussi à capitaliser sur l'avance de Watson, mais en plus elle a raté le train d'après. Heureusement pour IBM, l'intelligence artificielle n'est au final qu'un pari raté dont il peut se relever. On n'en a pas encore parlé, mais IBM a un moat, donc un segment de marché où il a creusé un fossé colossal sur la concurrence, le mainframe ou le macro-ordinateur. Mais personne dit ça. Oui, c'est vrai. Personne ne dit ça. Et ce mot tient depuis plus de 60 ans. Les premiers mainframes remplissaient une pièce entière. Ou la taille de mon studio, peut-être. Aujourd'hui, c'est des ordinateurs de la taille d'une grande armoire. La particularité qu'ils ont gardée, c'est qu'ils sont construits de sorte à être extrêmement résilients. Tout est fait pour éviter la moindre interruption de service. C'est une qualité quasiment indispensable dans des secteurs comme la banque, l'aviation ou les télécommunications. Pour vous donner une idée, environ 70% des transactions financières mondiales passent encore par des mainframes. Le mainframe, c'est pour commencer une machine physiquement robuste. Tous les composants qui pourraient entraîner une panne du système sont doublés, voire plus. Comme ça, même en cas de défaillance d'un processeur, un autre prend le relais immédiatement et les calculs ne s'arrêtent pas. Ensuite, c'est possible d'ouvrir la machine et de changer n'importe quel composant défectueux sans avoir ni à l'arrêter ni à la redémarrer. Côté logiciel, les mainframes intègrent des mécanismes de correction des erreurs afin de vérifier tous les calculs à outrance et d'éviter la moindre erreur, même minimale. En même temps, imaginez si une virgule est mal placée sur une transaction financière, c'est ce genre d'erreur que doit éviter le mainframe. Et on va loin dans le perfectionnisme. IBM parle des 8-9 pour vanter la robustesse de ses derniers modèles. Ça veut dire qu'il garantit que la machine va être en fonctionnement 99,99999% du temps. Autrement dit, le serveur va être à l'arrêt seulement 315 millisecondes par an, moins d'un tiers de seconde. Évidemment, les mainframes d'IBM fonctionnent sur un système d'exploitation d'IBM et tous les logiciels qui renforcent sa robustesse en dépendent. Pour la petite histoire, si vous voulez coder sur mainframe, il faut utiliser un langage de programmation un peu obscur, le COBOL, qui fait régulièrement parler de lui parce que peu de développeurs maîtrisent son utilisation. Mais ça pourrait bientôt changer grâce à l'IA. Bref, depuis plus de 60 ans, le mainframe a permis à IBM d'être très résilient aux turbulences économiques. On parle quand même d'une entreprise centenaire qui a survécu à l'éclatement de la bulle internet, à la crise économique de 2008 et à la domination écrasante des GAFAM. C'est quand même un bon petit succès. A computer expert will show you the system that's right for you. Show you how simple it is to get started and how IBM's easy-to-follow instructions and library of business and management software. Si on remonte dans le temps, IBM a essuyé son premier gros raté dans les années 80. Alors qu'il était de loin le leader de l'informatique d'entreprise, il a complètement loupé le passage vers le micro-ordinateur. Enfin, le passage PC. En très résumé, il a laissé Microsoft imposer Windows sur les machines et il n'a pas réalisé à temps que lâcher le contrôle de la brique logicielle allait lui coûter cher. Ça a eu de lourdes conséquences, dont une année à 16 milliards de dollars de pertes. Oui, de pertes. Mais IBM s'en est remis. Finalement, l'entreprise a vendu sa division PC et les fameux ThinkPad à Lenovo en 2005. C'est le plus gros revers de l'histoire d'IBM qui compte un petit paquet d'achats, de ventes et de pivots stratégiques en tout genre. Là où je veux en venir, c'est que c'est pas le raté dans l'IA qui va le chagriner plus qu'il ne faut. D'ailleurs, parenthèse, je vous parle d'échecs, mais IBM est une entreprise qui réalise plusieurs milliards de dollars de bénéfices par an pendant toutes ces années. Mais dans un monde où les plus grandes boîtes de la tech dépassent les 100 milliards de dollars de bénéfices, la comparaison est rude. Aujourd'hui, IBM est avant tout une boîte de conseil. Je vais vous expliquer concrètement, je vous préviens, c'est un peu du jargon d'entreprise, donc s'il vous plaît, vous endormez pas. Ils offrent à leurs clients des logiciels pour gérer toutes sortes de choses sur leur système informatique, une infrastructure cloud pour le mettre dans un espace sécurisé, et un service d'accompagnement très complet pour en tirer le plus de valeur possible.
Ce qui est intéressant, c'est que ce positionnement les a quand même un peu aidés à profiter de la vague de l'IA générative. IBM a lancé en 2023 une plateforme qui s'appelle Watsonix, donc un petit clin d'œil à notre robot à tête d'écran plat préféré. En gros, il se place comme intermédiaire de confiance pour tous les projets d'IA. Ils centralisent toutes les ressources et ils proposent une boîte à outils à leurs clients. Dans le détail, ils essayent de particulièrement se distinguer dans la gouvernance des IA. En gros, la surveillance de l'usage et de l'activité des IA. C'est à la fois un outil financier pour s'assurer que la facture ne crève pas le plafond, et un outil de cybersécurité pour s'assurer que l'IA ne fasse pas n'importe quoi avec les données de l'entreprise. Bref, leur offre est pas sexy, c'est même un peu ennuyant, c'est du pur produit d'entreprise, mais ça marche. IBM a bouclé son année 2025 à 67,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour 10,6 milliards de bénéfices nets. Sur les marchés boursiers, c'est un petit peu plus compliqué. La valeur de l'action d'IBM a doublé depuis la sortie de ChatGPT fin 2022. Elle est aujourd'hui 50% supérieure à son ancien pic historique. On pourrait donc dire que l'entreprise s'en sort pas trop mal, même si elle est encore loin de l'évolution des cours de Meta, Microsoft ou Google. Sauf qu'en réalité, elle fait des montagnes russes. Le 14 juillet, IBM s'est effondré. Moins 25% sur une journée, soit pas loin de 70 milliards de valorisation boursière qui s'est envolée. La raison, c'est qu'avec l'explosion du prix des composants liés à l'intelligence artificielle comme la mémoire, les grands groupes ont priorisé les investissements en hardware, aux dépens des contrats de software comme ceux d'IBM. Et c'est pas tout. En février, le cours d'IBM avait déjà pris un moins 29% sur 2 semaines, causé par des annonces d'Anthropic sur le langage COBOL. On peut dire aujourd'hui que c'était une surréaction à un simple billet de blog, et le cours avait été corrigé entre-temps avant de replonger. Même si ces turbulences affectent forcément IBM, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui déterminera son succès futur. Après avoir raté l'IA, ça fait plus de 10 ans que l'entreprise prépare son prochain pari. Un pari extrêmement ambitieux sur une technologie extrêmement complexe au potentiel révolutionnaire, l'informatique quantique. Avec un objectif clair, replacer IBM dans la cour des grands de la tech mondiale.